La brume du petit matin caressait les jardins taillés à la perfection de la propriété Lemoine, nichée à la lisière de Paris. Derrière les hauts murs de pierre blanche, un monde de luxe et de silence s'étendait, régi par des règles tacites, des regards furtifs et une hiérarchie aussi solide que les fondations de la bâtisse. Parmi les silhouettes discrètes qui évoluaient dans cet univers feutré, il y avait Claire Dubois, 32 ans, femme de ménage aux gestes précis et au regard toujours baissé. Claire n'était pas née dans ce monde. Issue d'un quartier populaire de Lyon, elle avait appris tôt à marcher sans bruit, à écouter sans intervenir, à survivre avec dignité, malgré l'ombre d'un passé qu'elle gardait enfermé derrière ses yeux bruns. Cela faisait maintenant un peu plus de 2 ans qu'elle travaillait à la demeure Lemoine, effaçant les traces d'un quotidien luxueux qui ne lui appartenait pas. Les autres employés la respectaient, mais peu la connaissaient vraiment. On savait simplement qu'elle ne parlait jamais de sa vie d'avant, qu'elle refusait les pauses prolongées à la cuisine, et qu'elle rentrait chaque soir à son petit studio dans le 15e arrondissement sans jamais se plaindre. Pourtant, derrière cette discrétion, Claire avait conquis une place insoupçonnée dans la vie de la maisonnée, celle de confidente silencieuse de la petite Élodie Lemoine. Élodie, 6 ans à peine, était une enfant vive, curieuse, parfois mélancolique, que la perte de sa mère, morte en couche, avait rendue plus sensible que la plupart des enfants de son âge. Depuis plusieurs mois, elle suivait Claire partout dans la maison, l'aidant à épousseter les cadres ou à secouer les coussins, glissant sa petite main dans la sienne dès que personne ne regardait. Claire, touchée par cet attachement spontané, lui répondait avec douceur sans jamais dépasser les limites imposées par sa position. Mais dans les couloirs, un vent différent s'était levé. Les discussions entre majordomes, cuisiniers et jardiniers se faisaient plus nerveuses. On murmurait que des coupes budgétaires étaient en cours, que M. Guillaume Lemoine, maître des lieux et héritier de l'empire immobilier Lemoine, avait décidé de revoir la gestion de son personnel. Certains évoquaient une agence de conseil venue évaluer l'efficacité de chaque employé. D'autres affirmaient que la crise économique forçait même les plus riches à faire des choix difficiles. Claire, bien qu'habituée à se tenir en retrait, n'avait pu ignorer les regards fuyants, les phrases interrompues à son passage, ni les silences pesants qui s'étaient installés dans la buanderie. Juliette Martin, la directrice de la maison et bras droit de Guillaume, n'avait rien laissé transparaître officiellement. Pourtant, son ton était devenu plus sec, plus expéditif, comme si chaque mot coûtait désormais une pièce d'or. Ce matin-là, Claire terminait de polir l'escalier principal quand elle aperçut Élodie au bout du couloir, assise sur les marches, le menton posé sur les genoux. L'enfant semblait préoccupé. Claire s'approcha doucement, s'accroupit à sa hauteur et lui glissa un chuchotement tendre. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» Élodie leva les yeux, hésita un instant, puis répondit d'une petite voix. « J'ai entendu Juliette dire à papa que quelqu'un allait devoir partir. » Claire eut un pincement au cœur. Elle ne répondit pas tout de suite. Comment expliquer à une enfant que dans ce monde, même les plus doux pouvaient être balayés sans cérémonie? Elle caressa la joue d'Élodie et sourit, dissimulant son trouble. « Tu sais, parfois, les grandes personnes doivent prendre des décisions compliquées, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont justes. » Élodie acquiesça, mais son regard restait perdu. Claire l'embrassa sur le front, puis reprit son travail, le dos un peu plus voûté, le cœur un peu plus lourd. Dans son petit coin du dortoir réservé au personnel, Claire retrouvait le soir un vieux carnet écorné dans lequel elle griffonnait quelques lignes. Ce soir-là, elle y écrivit « Les murs ont des oreilles et les rumeurs ont des racines profondes. Si je dois partir, j'espère au moins laisser une trace dans le cœur d'un enfant. Parfois, c'est tout ce qu'il nous reste. » Pendant ce temps, dans le bureau feutré de Guillaume, Juliette présentait son rapport hebdomadaire. Elle pointait des noms, des chiffres, des courbes descendantes. À côté du nom de Claire Dubois, elle avait tracé un simple trait rouge. Guillaume, plongé dans ses pensées, ne leva même pas les yeux. « Faites ce qui doit être fait, Juliette. J'ai une réunion avec les investisseurs demain à 8 heures. » Elle hocha la tête, esquissant un sourire presque imperceptible. Le destin de Claire Dubois venait de basculer silencieusement dans les marges d'un rapport. Le grand salon de la maison Lemoine, généralement réservé aux réceptions mondaines ou aux dîners privés, avait été exceptionnellement réorganisé en cette fin d'après-midi. Les rideaux d'un beige pâle filtraient la lumière du soleil couchant, plongeant la pièce dans une clarté dorée. Une table de marbre trônait au centre, et autour d'elle,
Les employés se rassemblaient peu à peu, appelés pour une réunion exceptionnelle, selon les mots secs de Juliette Martin. Il y avait là les jardiniers, les cuisiniers, le majordome, les femmes de chambre, et bien sûr Claire Dubois, vêtue de son uniforme impeccable, bien que son cœur soit agité par une appréhension croissante. Juliette, droite comme un sabre, surveillait l'assemblée depuis l'entrée. Elle attendait que chacun prenne place, son regard circulant parmi les visages avec une froideur étudiée. Lorsqu'elle estima que le silence était suffisamment installé, elle s'avança vers le centre de la pièce, tenant un dossier entre ses mains. Sa voix, claire et sans chaleur, rompit enfin le silence. Monsieur Lemoine a souhaité que cette réunion soit brève et efficace. Comme vous le savez, nous entamons une phase d'optimisation des ressources humaines. Cela implique des ajustements, y compris au sein du personnel domestique. Après évaluation, certaines fonctions ont été jugées redondantes ou insuffisamment performantes selon les nouveaux critères établis par les consultants de gestion. Quelques regards nerveux se croisèrent. On se redressa sur les chaises, on croisa les bras, on ravala les soupirs. Claire, debout en retrait près du mur, sentait ses jambes se raidir. Juliette feuilleta brièvement son dossier, puis, sans la moindre pause, lâcha « Claire Dubois, votre contrat prend fin dès ce soir ». Le choc fut immédiat. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Même le bruissement discret des feuilles ou le cliquetis des montres sembla s'éteindre. Claire resta figée, comme si les mots n'avaient pas encore atteint leur cible. Mais Juliette continua implacable. Malgré une ponctualité constante, vos performances ont été jugées en deçà des exigences requises. L'évaluation globale a révélé un manque d'adaptabilité et d'initiative dans l'exécution des tâches confiées. Compte tenu du contexte économique, cela ne permet plus de maintenir votre poste. Claire sentit une vague de chaleur monter à ses joues, suivie d'un froid glacial dans le ventre. Elle avait entendu chaque mot, chaque syllabe. Elle entendait aussi distinctement le souffle contenu des autres employés. Aucun ne la regardait en face. Les yeux fuyaient, se baissaient, se fixaient sur le sol poli du salon. Juliette, elle, ne lui accordait même pas un regard direct, préférant tourner légèrement les pages du dossier. Comme si tout cela n'était qu'une formalité de plus dans une longue journée de gestion. Claire chercha à répondre, à demander des explications, mais sa gorge était sèche, ses mains tremblaient légèrement. Elle inspira profondément, tenta de rassembler ses pensées, puis dit d'une voix mesurée « Est-ce que Monsieur Lemoine a validé cette décision en personne ?» Juliette ne répondit pas immédiatement. Elle referma calmement le dossier, puis dit, le ton encore plus froid, « Monsieur Lemoine m'a délégué toute autorité sur la gestion domestique. La décision est finale. » Une bourrasque de honte, de colère muette et d'injustice monta en Claire. Mais elle savait que toute réaction impulsive ne ferait qu'empirer les choses. Elle acquiesça doucement, les yeux humides, mais la tête haute. Elle fit un pas en arrière, prête à quitter la salle. C'est à ce moment précis qu'un mouvement attira l'attention de tous. À l'extrémité de la pièce, près de la double porte, se tenait Élodie. Personne ne l'avait remarquée jusqu'à présent. Elle s'était glissée là sans bruit, comme une ombre discrète observant depuis plusieurs minutes sans que personne n'y prête attention. Ses grands yeux clairs étaient fixés sur Claire et son petit visage exprimait une incompréhension douloureuse. Claire croisa son regard et le monde s'arrêta. Les bruits s'effacèrent, les regards des autres disparurent. Il n'y avait plus qu'elle et l'enfant, reliés par un fil invisible tissé au fil des mois, fait de silence partagé, de gestes tendres, de présence rassurante. Mais avant que Claire ne puisse faire un pas vers elle, Élodie courut à travers la pièce. Les talons de Juliette claquèrent au sol dans un geste de retenue, mais l'enfant l'ignora complètement. Elle atteignit Claire, lui saisit la main avec une force insoupçonnée pour une si petite personne, et leva les yeux vers elle en criant d'une voix déchirée « Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas t'en aller, maman !» Le mot résonna dans l'air comme une détonation. « Maman !» Un murmure s'éleva dans la salle, d'abord étouffé, puis plus audible. Les employés échangèrent des regards abasourdis. Certains se tournèrent vers Juliette, d'autres vers la porte où Guillaume venait d'apparaître, attiré par le tumulte. Il avait entendu, il avait tout vu. Claire, elle, était pétrifiée. Son cœur battait à tout rompre. Élodie s'accrochait à elle, la tenant par la taille avec une désespérance qui ne pouvait être feinte. Les mots de l'enfant flottaient encore dans l'air, chargés d'une vérité instinctive que rien ne semblait pouvoir nier. Juliette, elle, avait pâli.
Pour la première fois depuis le début de la réunion, son masque s'était fissuré. Elle fit un pas en avant, prête à intervenir, mais Guillaume leva la main, lui intimant de se taire. Il s'avança lentement dans la pièce. Tous les regards convergèrent vers lui. Sa silhouette imposante, son costume sombre et son expression glaciale ne laissaient présager aucune réaction claire. Il se planta devant Claire et Élodie, observa longuement la scène sans un mot. « Que vient-elle de dire ?» demanda-t-il enfin d'une voix grave dirigée à Claire. Claire ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Elle était encore sous le choc. Elle regarda Guillaume, puis Élodie, puis Juliette. Elle ne savait plus où se trouvait la vérité, ni ce qu'elle devait dire pour se défendre d'une accusation qui n'avait jamais été formulée, mais qui planait désormais au-dessus de sa tête, comme une ombre immense. Guillaume répéta, plus lentement, plus durement, « Pourquoi vous a-t-elle appelé maman ?» Un silence total régnait. Même les oiseaux dehors semblaient s'être tus. Claire n'avait pas de réponse, parce qu'elle ne comprenait pas elle-même. Et pourtant, au fond d'elle, une peur ancienne, enfouie depuis des années, venait de se réveiller. L'instant s'était figé. Dans l'immense salon de la demeure Lemoine, chaque personne semblait avoir cessé de respirer, pétrifiée par les mots simples mais fulgurants prononcés par la petite Élodie. Elle s'accrochait toujours à Claire, la tenant de ses bras frêles mais déterminés, répétant cette phrase comme une supplique irréfutable « Ne pars pas, maman ». Son regard ne cherchait pas de validation, il exprimait une certitude, un cri du cœur, une vérité que ni son jeune âge ni son ignorance des mécanismes adultes ne pouvaient altérer. Elle savait ce qu'elle ressentait, et à cet instant précis, ce qu'elle ressentait comptait plus que toutes les règles hiérarchiques, plus que tous les contrats ou les rapports de performance. Guillaume Lemoine, jusqu'ici distant, inébranlable dans ses postures de chef de maison et d'homme d'affaires, restait immobile face à sa fille et à Claire. Son visage ne laissait transparaître ni colère ni attendrissement, mais une tension glaciale, comme si les rouages de son esprit tournaient à toute vitesse, sans qu'il parvienne à en saisir le sens. Il observa Claire longuement, comme s'il la découvrait pour la première fois, puis abaissa les yeux vers sa fille. Ce mot « maman », il ne l'avait plus entendu depuis 6 ans. Il croyait en avoir clos le chapitre en la remplaçant par des gouvernantes, des éducatrices et des plans d'investissement pour assurer l'avenir d'Élodie. Mais ce que la petite venait de prononcer avait fendu cette illusion avec la force d'un ouragan. Juliette Martin, toujours présente, tentait de reprendre le contrôle. Elle s'approcha lentement, la voix basse, ferme mais prudente. « Monsieur Lemoine, il faut comprendre que la fillette est encore jeune. Elle est sûrement confuse. Claire a toujours été proche d'elle. C'est naturel qu'une forme d'attachement se développe. » Guillaume lui coupa la parole d'un ton sec. « Ce n'est pas une simple confusion, Juliette. Elle l'a appelée « maman ». On ne prononce pas ce mot sans raison. Il se tourna alors de nouveau vers Claire, ses yeux sombres cherchant une faille, une explication, un indice. Claire, incapable de détacher ses mains de celles d'Élodie, tenta de parler, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Je vous jure que je n'ai jamais encouragé ce genre d'illusion. Je l'aime, bien sûr, mais je ne suis pas sa mère. » Elle sentait le regard de tous les employés posés sur elle. Certains avaient l'air de compatir. D'autres semblèrent déjà refaire le film de ces derniers mois dans leur esprit, à la recherche d'un geste, d'une attitude qui aurait pu donner sens à cette scène surréaliste. Mais Claire n'avait rien à cacher, ou du moins rien qui justifie cette phrase venue de nulle part. Elle aimait Élodie comme on aime une enfant fragile, marquée par l'absence et la solitude, mais jamais elle ne s'était autorisée à franchir les limites de sa fonction. Jamais elle ne lui avait dit qu'elle était sa mère. Et pourtant, cette simple déclaration venait de tout bouleverser. Élodie, quant à elle, ne comprenait pas le malaise qui l'entourait. Elle regarda Guillaume, puis leva les yeux vers Claire. « Mais c'est vrai, papa, elle est ma maman. » « Je le sais. » Le mot « papa », cette fois, avait été adressé à Guillaume avec une telle innocence qu'il se sentit désarmé. Il n'avait pas l'habitude d'entendre sa fille lui parler ainsi. Elle était souvent silencieuse, parfois distante, et c'était Juliette qui servait d'interface émotionnelle entre eux. Mais là, il était au centre d'une vérité qui lui échappait, d'une scène qu'aucune de ses stratégies de contrôle ne pouvait recadrer. Un silence inconfortable s'installa à nouveau. Claire tenta de détacher doucement Élodie d'elle, mais la fillette résista. « Tu avais promis que tu ne me quitterais jamais », murmura-t-elle.
Ces mots-là achevèrent de briser la barrière émotionnelle de Claire. Tout en elle voulait la protéger, la rassurer, mais elle sentait que toute tentative de la retenir ne ferait que nourrir les soupçons déjà présents dans la pièce. Elle serra les dents, tenta une fois de plus de garder la tête froide. « Ma chérie, je ne veux pas te quitter, mais ce n'est pas moi qui décide. » Guillaume intervint, tranchant. « Nous allons clarifier cette situation immédiatement. » Il se tourna vers Juliette. « Annulez tout. Personne ne part d'ici tant que je n'aurai pas compris ce qui se passe. » Juliette hésita mais s'inclina légèrement. « Très bien, monsieur. » Guillaume fit signe aux employés de sortir. Ils obéirent sans mot dire, certains jetant un dernier regard à Claire et à l'enfant, toujours collés l'une à l'autre. Lorsque la pièce fut vide, Guillaume fit signe à Juliette de les laisser seuls. Celle-ci sortit à contre-cœur. Restés à trois dans le salon, un nouveau calme s'installa. Guillaume observa Claire en silence, croisa les bras et s'adossa contre la table. « Depuis combien de temps êtes-vous proche de ma fille ?» demanda-t-il d'une voix plus posée. « Cela fait plusieurs mois qu'elle vient me voir. Je ne l'ai jamais repoussée. Je pensais que ça lui faisait du bien. Mais je ne l'ai jamais incitée à me voir comme sa mère. Est-ce que vous avez eu un enfant, Claire ?» La question était directe, brutale. Claire sentit le sol vaciller sous elle. Elle n'avait jamais évoqué ce sujet avec qui que ce soit dans cette maison. Pas une fois. Elle répondit lentement comme si les mots lui coûtaient. « Oui, une fille, mais elle est morte peu après sa naissance. » Guillaume ne répondit pas tout de suite. Son regard se fit plus intense. Il semblait comparer mentalement des images, des souvenirs, des dates. Élodie, blottie contre Claire, commença à somnoler doucement, comme si la tension de l'instant s'était évaporée pour elle. « Et cette naissance, Claire, quand a-t-elle eu lieu ?»« Il y a 6 ans. » Ce simple chiffre fit l'effet d'un frisson sur la nuque de Guillaume. Son esprit, méthodique, n'ignorait pas ce que cela impliquait. Élodie avait 6 ans. Adoptée peu de temps après le décès de sa femme, dans des circonstances rapides, presque trop simples. Il avait laissé Juliette gérer tous les détails, trop accablée par le deuil et les responsabilités. Il n'avait jamais remis en question les origines de cette adoption, pensant que tout avait été traité selon les règles. Et maintenant, cette coïncidence temporelle, ce lien inexplicable entre l'enfant et la femme qu'il venait de renvoyer, menaçait de faire éclater un secret plus grand que lui. Il fixa Claire droit dans les yeux et dit sans détour « Je vais faire ce qu'il faut pour savoir. » Le silence du salon, après les révélations d'Élodie, ne fut rompu que par les pas déterminés de Guillaume, qui guida Claire vers son bureau privé. Il n'avait pas prononcé un mot depuis sa dernière déclaration, mais son regard disait tout. Il n'en avait pas fini. Il avait besoin de réponses. Des réponses claires, précises, rationnelles. Il n'était pas homme à tolérer les ambiguïtés, encore moins lorsqu'elles concernaient sa fille. Une fois la porte close derrière eux, Claire se sentit enfermée, non pas dans la pièce, mais dans l'impasse d'une situation qu'elle n'avait ni créée, ni anticipée, mais dont elle devenait soudainement le centre. Guillaume s'installa derrière son large bureau de bois sombre, les doigts entrelacés, les coudes posés sur la surface. Claire resta debout, droite, tenant encore en elle la tension du moment précédent. Il ne la fit pas attendre. « Je veux comprendre, Claire. Depuis combien de temps vous savez ?» demanda-t-il d'un ton direct, sans hausser la voix, mais avec une fermeté glaciale. « Je ne sais rien, monsieur le moine. Je vous l'ai dit. Je ne sais pas pourquoi Élodie m'a appelé ainsi. Je ne comprends pas. Vous vous rendez compte de la gravité de cette situation ?» lança-t-il, en se penchant légèrement vers elle. « Vous travaillez ici depuis 2 ans. Vous êtes en contact quotidien avec ma fille. Et tout à coup, elle vous appelle sa mère. Ce n'est pas un lapsus, Claire. Elle l'a répété avec certitude. Vous ne pouvez pas me dire que cela ne vous interpelle pas. » Claire inspira profondément. Elle refusait de se laisser emporter. Elle savait que dans cette maison, une parole de trop pouvait être déformée, amplifiée, utilisée contre elle. Et pourtant, elle ne pouvait nier l'effet que cette scène avait eu sur elle. Pas seulement l'embarras ou la peur. Quelque chose d'indescriptible lui avait serré la poitrine lorsqu'Élodie avait prononcé ce mot, comme une vieille douleur réveillée sans prévenir. « Je ne l'ai jamais encouragée, monsieur, » répondit-elle doucement. « Je me suis occupé d'elle comme l'aurait fait n'importe quelle personne attentive. J'ai vu qu'elle manquait de tendresse. Je ne pouvais pas l'ignorer. Vous avez eu une fille, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Quand est-elle morte ?» Claire détourna le regard comme pour chercher un appui invisible sur les étagères du bureau. « C'était il y a 6 ans, à Lyon.
On m'a dit qu'elle n'avait pas survécu. J'ai accouché seul, dans un hôpital public. Le personnel m'a informé que le bébé était mort à la naissance. Je n'ai jamais vu le corps. Rien. Guillaume fronça les sourcils. Il prenait mentalement des notes. Le timing coïncidait. Trop bien. Élodie avait été adoptée 6 ans plus tôt, dans des circonstances qu'il n'avait jamais vraiment examinées. Il s'en voulait à présent de ne pas avoir posé plus de questions. À l'époque, Juliette lui avait assuré que toutes les procédures étaient en ordre. Il lui faisait confiance aveuglément. Il avait été dans le chaos du deuil, incapable de gérer quoi que ce soit. L'adoption rapide d'une petite fille avait semblé presque miraculeuse. Un soulagement. Aujourd'hui, ce soulagement prenait un goût amer. « Avez-vous mené une enquête ?» Demandé à voir des documents. Demandé une autopsie. J'étais seul, sans ressources. Je venais de tout perdre. Mon compagnon m'avait quitté pendant la grossesse. J'étais dans un état second. J'ai cru ce qu'on m'a dit, et puis je voulais fuir cette ville, ce souvenir. Je suis venu à Paris. Guillaume se leva, fit quelques pas dans la pièce, mains croisées dans le dos. Il parlait plus pour lui-même que pour Claire. Et maintenant, une enfant de 6 ans qui n'a jamais connu sa mère biologique vous appelle ainsi, comme si elle le savait au plus profond d'elle. Claire serra les poings. Elle ne supportait pas cette tournure. Elle n'était pas là pour écouter des spéculations émotionnelles. Elle voulait juste comprendre ce qui se passait, pourquoi elle était traitée comme une manipulatrice alors qu'elle ne comprenait elle-même rien à cette histoire. Je n'ai jamais prétendu être sa mère. Je ne sais pas ce qui s'est passé ni pourquoi elle ressent ce lien, mais je peux vous jurer que je n'ai rien prémédité. Vous devez comprendre que je ne peux pas me contenter de votre parole, rétorqua Guillaume. Ma fille est tout ce qui me reste. Si quelque chose dans votre passé est lié à elle, je dois le savoir. Claire hésita, puis ajouta « Et si elle était vraiment ma fille, qu'est-ce que vous feriez ?» Cette question le prit de court. Il s'arrêta net. Il ne s'était pas encore autorisé à envisager cette hypothèse comme une réalité. Mais maintenant que les mots avaient été prononcés, l'idée s'imposa. Et elle fit naître en lui une angoisse qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Ce serait impossible, murmura-t-il. L'adoption a été faite par des canaux officiels. » Claire le fixa, un éclair de défi dans les yeux. « Officiel ou contrôlé par Juliette Martin ?» Guillaume se tourna lentement vers elle. Le nom de Juliette prononcé dans ce contexte prenait une toute autre dimension. Il connaissait sa loyauté, son efficacité, mais il savait aussi qu'elle gérait les affaires comme une stratège, parfois au-delà des limites légales, si cela servait la réputation de la famille. Pourquoi dites-vous cela? Parce que c'est elle qui a signé mon contrat. C'est elle qui m'a trouvé ce poste ici. Elle connaissait mon dossier et ma situation. Trop bien, en fait. Et c'est elle qui vient de me faire renvoyer devant tout le monde, sans aucun avertissement. Comme si elle voulait me faire taire. Guillaume sentit le sol bouger sous ses pieds. Pour la première fois, il envisagea que cette coïncidence n'en était peut-être pas une. Que Claire Dubois, la discrète femme de ménage, pourrait bien être plus liée à sa fille qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et si Juliette avait sciemment rapproché Claire de cette maison, puis tenté de l'en écarter quand la vérité menaçait d'éclater. Je vais vérifier chaque détail de votre passé, Claire, et celui d'Élodie. Je vous conseille de ne rien cacher. Je n'ai rien à cacher. Nous verrons cela. Claire le fixa encore un instant, puis sortit du bureau sans un mot de plus. Derrière elle, Guillaume restait seul, assis à son bureau, les doigts tapotant nerveusement sur le bois, tandis qu'une certitude commençait lentement à germer dans son esprit. Quelque chose d'injuste avait eu lieu, et il était temps d'en découvrir la vérité, coûte que coûte. Le lendemain matin, la maison Lemoine baignait dans une tension sourde. Chaque pas dans les couloirs résonnait avec plus de prudence que la veille. Chaque regard échangé entre les membres du personnel semblait chargé d'interrogations non formulées. Claire, bien qu'autorisée à rester temporairement, avait perdu toute invisibilité. Les murmures se faisaient à peine discrets, et même ceux qui l'avaient toujours saluée avec bienveillance n'osaient plus croiser son chemin. Elle-même ne cherchait plus à fuir ses regards. Elle avançait avec le dos droit, les yeux ouverts, consciente que le doute était désormais public, que tout pouvait basculer à chaque instant. Guillaume, de son côté, s'était cloîtré dans son bureau depuis l'aube. Il avait passé une partie de la nuit à relire les documents d'adoption d'Élodie, les courriels échangés avec Juliette à l'époque, les rapports juridiques. Rien n'apparaissait anormal en surface. Pourtant, chaque ligne semblait porter l'empreinte d'un voile trop bien tissé,
comme si tout avait été fait pour rendre l'adoption irréprochable, mais sans laisser place à l'humain, au vécu, à l'authenticité. Il n'avait pas dormi. Il avait trop de questions, trop peu de réponses. En milieu de matinée, alors que Claire nettoyait silencieusement les rebords des fenêtres dans l'aile sud, elle sentit une petite main attraper doucement la sienne. Elle se retourna et trouva Élodie, les yeux gonflés, les cheveux encore en bataille. Sans dire un mot, la petite lui fit signe de la suivre. Claire, déstabilisée mais incapable de refuser, posa le chiffon qu'elle tenait et emboîta le pas. Élodie la mena à l'ancien petit espace qu'occupait Claire au sous-sol avant que Juliette ne décide de la déplacer vers une autre chambre sous prétexte de réorganisation. L'endroit était encore intact, couvert d'une fine couche de poussière. Un lit simple, une armoire vide, un bureau en bois clair. Élodie alla droit vers celui-ci, ouvrit le tiroir du bas, puis s'agenouilla et glissa sa petite main sous le fond du tiroir. Avec une habileté surprenante, elle souleva un coin du panneau en bois, dissimulant une cavité. Elle en sortit un vieux carnet à la couverture, souple, usé, noirci par le temps. Elle le tendit à Claire sans un mot. « Je l'ai trouvé quand Juliette a changé ta chambre. Mais je ne l'ai pas lu. Je savais que c'était à toi. » Claire prit le carnet avec précaution. Elle se souvenait de ce cahier qu'elle pensait perdu depuis des mois. Elle y avait écrit pendant les années les plus difficiles de sa vie. C'était un exutoire, un espace où elle pouvait déposer ses douleurs, ses souvenirs, ses espoirs enterrés. Elle l'ouvrit lentement. Les premières pages étaient remplies d'écritures serrées, datées, certaines tachées par des larmes anciennes, des notes simples, des pensées nocturnes, des fragments de solitude. Mais quelques pages plus loin, elle tomba sur un passage qu'elle avait presque oublié avoir écrit. « 13 mars. Aujourd'hui, cela fait 6 mois que j'ai perdu ma fille. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment une vie peut s'éteindre si vite. Je n'ai pas vu son visage. On ne me l'a pas laissé tenir. On m'a dit que c'était mieux ainsi. Mais une partie de moi refuse. Je sens qu'elle est encore quelque part, vivante, qu'on me l'a prise. Je n'ai aucune preuve. Seulement ce sentiment qui me ronge. Je rêve d'elle la nuit. Elle m'appelle. Je l'entends rire. Est-ce que je deviens folle ? Claire sentit sa gorge se nouer. Elle relut ces lignes plusieurs fois, comme si elles avaient été écrites par une autre version d'elle-même. Plus jeune, plus brisée. Elle avait écrit ces mots dans un moment de détresse, sans penser qu'un jour ils réapparaîtraient dans un contexte aussi troublant. Elle referma le carnet et s'agenouilla devant Élodie, qui l'observait avec une inquiétude silencieuse. « Pourquoi tu m'as appelé maman hier ?» demanda-t-elle doucement. Élodie haussa les épaules, puis répondit simplement « Je sais que tu l'es. Je ne sais pas comment, mais je le sens. Quand je suis avec toi, je me sens entière, pas comme avec les autres. » Claire sentit ses yeux se remplir, mais elle les ferma un instant pour ne pas laisser les larmes couler. Elle ne pouvait pas expliquer ce lien, mais tout en elle criait que cet enfant disait peut-être la vérité, que ce qu'elle ressentait n'était pas une illusion, que cette intuition si farouche, si évidente, méritait d'être écoutée. À ce moment précis, Guillaume entra sans frapper. Il s'était absenté du bureau à la recherche d'Élodie, inquiet de sa disparition soudaine, et l'avait retrouvée en suivant son intuition. En découvrant la scène, il resta un instant figé sur le pas de la porte, observant Claire tenant un vieux carnet contre sa poitrine, l'enfant à ses côtés. Son regard se fixa sur le cahier. « C'est quoi ça ?» Claire ne répondit pas immédiatement. Elle se releva, essuya rapidement ses mains sur son tablier, puis tendit lentement le carnet à Guillaume. « C'est à moi. Je l'ai écrit. Après la perte de ma fille. Il y a des choses dedans que j'ai essayé d'oublier. » Guillaume prit l'objet avec une certaine méfiance, mais ses doigts tremblaient légèrement. Il l'ouvrit, parcourut quelques pages en silence, s'arrêtant sur les lignes qui évoquaient le doute, la douleur, le soupçon. Puis il ferma le carnet, son visage désormais tendu, presque rigide. Ces mots. « Vous pensez vraiment qu'on vous a volé votre enfant ?» Claire ne répondit pas. Elle n'avait plus besoin d'essayer de le convaincre. Ce carnet le ferait pour elle. Guillaume regarda Élodie, puis Claire. Il ne dit rien d'autre. Il tourna les talons et quitta la pièce d'un pas rapide. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Le doute ne suffisait plus. Il lui fallait la vérité. Et pour cela, il allait devoir fouiller là où il n'avait jamais osé regarder, dans le passé de Claire, dans les coulisses de l'adoption, dans les décisions de Juliette. Le journal de Claire n'était pas une preuve formelle, mais c'était une voix. Et cette voix venait de troubler tout l'édifice qu'il croyait avoir construit.
L'air dans la maison Lemoine était lourd ce soir-là, chargé de doutes et d'absurdités à peine formulées. Après son retour dans son bureau, Guillaume ne parvenait pas à chasser l'image de Claire serrant Élodie, de l'enfant appuyant ce mot « maman » à son oreille. Il savait que sans preuve, toute accusation deviendrait spéculation. Il lui fallait du concret, une certitude qu'il pourrait montrer, vérifier, que personne ne pourrait ignorer. Le bruit d'une chaise qu'on tire résonna dans le silence feutré du bureau alors qu'il ouvrait un tiroir. En sortait une petite boîte blanche dans laquelle il avait glissé autrefois un ancien stylo plume et une photo de famille. Il la posa sur le bureau, parfaitement droite, et inspira profondément. Il savait que ce qu'il allait faire était borderline, légalement discutable, mais il était prêt à aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Sans en informer Claire, il fit appel à une connaissance, un laboratoire privé, discret, spécialisé dans les analyses d'ADN. Il expliqua qu'il avait besoin de comparer un échantillon d'ADN laissé sur un vêtement usé de Claire, un mouchoir qu'il avait trouvé hier dans sa poche après qu'elle eut nettoyé le bureau, avec un échantillon provenant d'Élodie. Il justifia la légitimité de sa démarche auprès du laboratoire en invoquant son droit de connaître les origines dans un cadre familial personnel. Le laboratoire accepta, sous réserve que les échantillons soient fournis. Le lendemain matin, dans une atmosphère tendue, Guillaume organisa un prétexte pour qu'Élodie reste dans la maison un peu plus longtemps qu'à l'ordinaire. Claire, quant à elle, nettoyait la salle de musique, ses gestes minutieux et sa tête baissée, ignorante de ce qui se tramait derrière les murs en chêne sculpté. Sans qu'elle le sache, elle tendit un mouchoir taché de poussière de son uniforme qu'elle avait brodé à la main à un moment de nostalgie dans la poche de son tablier. Plus tard dans la journée, Guillaume demanda à Juliette de lui donner un jouet d'Élodie, un petit ours en peluche que la fillette avait abandonné la veille sous le canapé. Le tissu du jouet avait été lavé, mais à l'intérieur, dans le rembourrage, se trouvait un minuscule bout de tissu du haut de Claire, que la peluche avait sans doute touché. Juliette, un peu hésitante mais toujours obéissante, céda le jouet, prétendant ne pas comprendre pourquoi c'était important. Élodie, toujours joyeuse, ne se doutait de rien. Plus tard, Guillaume fit prélever sans demander à Claire ni à Élodie leur consentement explicite. Il présenta les objets comme des éléments oubliés lors du nettoyage ou des jouets perdus pour la fillette, pour que le laboratoire puisse extraire l'ADN. Il jugeait que la fin justifiait les moyens. Il devait découvrir si ce lien affectif si fort reposait sur un lien biologique, ou si c'était simplement l'amour et les gestes qui expliquaient cette brûlure au cœur de chaque regard. Quand le laboratoire envoya les résultats, Guillaume était dans son bureau, assis derrière la vaste fenêtre qui donnait sur le jardin sculpté, le regard fixé sur les documents étalés sur le bureau de bois sombre. Il eut un instant de nausée, le cœur battant, avant d'ouvrir le pli scellé contenant les résultats d'analyse. Il lut les pourcentages de compatibilité, les correspondances génétiques. Les chiffres loisaient l'évidence. L'ADN de l'échantillon du mouchoir de Claire, à l'intérieur du tissu du jouet d'Élodie, montrait une compatibilité génétique haute, bien au-dessus des probabilités normales pour une personne qui n'a aucun lien de parenté. Le laboratoire soulignait que cela ne prouvait pas formellement la filiation, d'autres facteurs pouvaient intervenir, mais que cela indiquait un lien biologique probable. Guillaume resta muet. Il sut, à cet instant, que plus rien ne pourrait être remis en arrière. Ce qu'il croyait stable allait basculer. Il porta le document devant ses yeux, comme pour éviter de croire à ce qu'il lisait, puis posa la tête entre les mains. Le monde familial qu'il avait construit autour d'Élodie, autour de lui, de ses convictions, allait être remis en cause. Il se leva soudain, le papier tremblant dans sa main, et sortit de son bureau. Il ne marcha pas directement vers Claire ou Élodie. Il traversa les couloirs en silence, chacun de ses pas résonnant sur les dalles. Le personnel, derrière les portes entrebâillées, l'observait, les lèvres closes. Il ne s'arrêta pas. Il se dirigea vers le salon principal où Claire se trouvait, essuyant les traces scintillantes de poussière sur un cadre doré. Lorsqu'il arriva, Claire leva les yeux. Il balbutia « Claire, les résultats sont très probables. » Elle sentit son cœur se tordre. Elle ne savait pas quoi dire. Il tendit le rapport vers elle. « Je ne vous accuse pas, mais je dois comprendre ce qu'il s'est passé. Ce lien, il est trop fort pour être inventé. » Claire trembla. Elle voulait fuir, mais ses jambes restèrent immobiles.
Élodie, attirée par les voix, sortit de la pièce d'à côté. Elle s'approcha, silencieuse, les yeux grands ouverts. « Que disent ces chiffres ?» demanda Élodie d'une voix douce mais claire. Guillaume baissa les yeux vers elle, puis revint vers Claire. « On dit que vous pourriez être sa mère biologique. » Le temps sembla se suspendre alors. Claire resta muette. Elle sentit les larmes venir, non pas par honte, mais par un sentiment ancien, longtemps enfoui, que peut-être, enfin, une partie de sa vie brisée pourrait retrouver ses morceaux. Mais elle se souvenait aussi de combien l'abandon de cette fille, qu'on lui avait dit morte, l'avait laissée seule, coupée des droits, des preuves. Et maintenant cette preuve se dressait devant elle. Juliette, dans l'ombre du couloir, avait entendu les mots. Son expression changea. Quelque chose comme une peur glacée la traversa. Elle recula d'un pas. Elle comprit qu'elle ne pourrait plus dissimuler. Guillaume, le rapport serré dans la main, regarda Claire droit dans les yeux. « Je veux que vous soyez honnête avec moi. Si vous êtes sa mère, dites-le. Si vous avez menti, dites-le. Je ne veux plus de secrets entre nous. » Claire ferma les paupières, respira, mais ses lèvres ne trouvaient pas le mot. Le silence fut une réponse. Élodie, se rapprochant, posa sa petite main sur l'épaule de Claire. Claire la regarda, ses yeux noyés dans une émotion impossible à contenir. « Est-ce que ça... c'est vrai ?» murmura l'enfant. Guillaume ne répondit pas tout de suite. Il resta suspendu entre doute et vérité. Il venait de franchir un seuil qu'il ne pouvait plus reculer. Le lien biologique probable était posé. La confirmation officielle, elle, pouvait encore prendre du temps. Mais le moment de rupture était arrivé. Ce qui suivrait changerait à jamais leur vie. Dès les premiers rayons du matin, Guillaume Lemoine s'extirpa de son lit avec une détermination nouvelle. L'air de Paris lui semblait trop chargé de soupçons, de regards, de vérités à moitié dites. Il savait que rester dans cette maison, à attendre que les choses se révèlent d'elles-mêmes, serait une erreur. Il devait chercher plus loin, là où tout avait commencé. Il devait retourner dans la ville que Claire avait quittée précipitamment, Lyon. C'était là-bas que se trouvait la première pièce du puzzle, celle qui, peut-être, confirmerait définitivement ce que les chiffres du test ADN laissaient déjà présager. Guillaume n'informa personne de son départ. Il laissa Juliette gérer les affaires de la maison, confiant qu'elle resterait dans son rôle administratif sans interférer, du moins pour l'instant. Claire, quant à elle, n'était pas au courant de ses intentions. Élodie dormait encore. Il monta dans sa voiture personnelle à 6 heures du matin, seul, sans chauffeur, préférant conduire lui-même pour avoir l'esprit libre. Il atteignit Lyon en un peu plus de 4 heures, les mains crispées sur le volant et le cerveau saturé d'hypothèses, de dates à comparer, de noms à retenir. Une fois arrivé, il se rendit directement à l'hôpital Saint-Antoine, l'établissement mentionné dans le journal de Claire comme celui où elle avait donné naissance à son enfant. La bâtisse était ancienne, sobre, avec une aile rénovée récemment. Il demanda à parler au service des archives, prétextant une recherche liée à un dossier de famille. Bien qu'il soit reçu avec courtoisie, le personnel resta méfiant. Les documents médicaux, surtout ceux liés à des naissances, étaient couverts par le secret professionnel. Il dut user de persuasion, puis de contacts influents, pour qu'un archiviste accepte discrètement de vérifier si une certaine Claire Dubois avait été admise pour un accouchement, environ 6 ans auparavant. Après une attente interminable dans une salle secondaire au néon blafard, l'archiviste revint avec un dossier jauni à la main. Il le tendit à Guillaume avec précaution, en précisant qu'il n'aurait normalement pas le droit de le consulter sans autorisation formelle. Guillaume le remercia d'un hochement de tête, puis ouvrit lentement le dossier. À l'intérieur, plusieurs documents confirmaient l'admission de Claire Dubois à l'hôpital le 19 janvier, 6 ans auparavant. Il y avait un formulaire d'entrée, un compte rendu d'accouchement, un rapport postnatal ainsi qu'une fiche de sortie. Ce dernier détail attira immédiatement son attention. Sur la fiche de sortie, une annotation manuscrite signalait que l'enfant était décédé à la naissance. Pourtant, en feuilletant plus loin, Guillaume trouva une contradiction troublante. Une fiche de transfert d'un nouveau-né daté du même jour, portant un code patient identique à celui associé à Claire, indiquait un transfert vers un autre service, mais sous un autre nom. Le nom du nourrisson figurait comme « Bébé Lemoine, sexe féminin ». Guillaume sentit son sang se figer. Ce nom n'avait rien à faire dans ce dossier. Il ne connaissait aucune autre Claire Dubois, aucun autre lien potentiel entre ce nom de famille et son propre passé. Il ferma un instant les yeux, sentit son cœur battre plus fort. Quelqu'un, à un moment donné,
avait modifié l'identité du nourrisson, ou l'avait rattaché artificiellement à son nom. Il comprenait maintenant ce que Claire avait tenté d'exprimer dans son carnet, le sentiment que son enfant n'était pas mort, mais qu'on le lui avait enlevé. Ne s'arrêtant pas là, il se rendit ensuite à l'hôtel de ville de Lyon, au service de l'état civil. Il demanda l'extrait de naissance pour ce même jour, sous le nom de Claire Dubois. On lui répondit qu'aucun acte de naissance n'avait été enregistré sous ce nom pour une naissance ce jour-là à Lyon. Intrigué, il demanda si des naissances avaient été enregistrées anonymement ou sous pseudonyme. Le fonctionnaire, après plusieurs recherches, lui montra un extrait de naissance sans mention de filiation, avec la simple mention « né sous X », à la même date, même heure approximative, même sexe. Cela signifiait que l'enfant de Claire avait été enregistré sans mention de la mère. Mais comment cela était-il possible si Claire avait accouché consciemment, pensant récupérer l'enfant? Guillaume comprit alors l'ampleur de la manipulation. Quelqu'un, au sein de l'hôpital, avait falsifié les documents. Claire avait été amenée à croire que son enfant était mort-né, tandis que l'enfant avait été immédiatement retiré, placé sous un statut juridique de pupille de l'État et rendu disponible à l'adoption. Et c'est là que les choses prirent une tournure plus sombre encore. En consultant une base de données associative, tenue par des bénévoles spécialisés dans les dossiers d'adoption litigieux, Guillaume découvrit qu'une plainte avait été déposée il y a quelques années contre cet hôpital par une autre mère ayant vécu une expérience similaire. Elle aussi avait été informée de la mort de son bébé sans qu'on lui présente jamais le corps, sans aucune preuve tangible. Et elle aussi avait découvert, bien plus tard, que l'enfant avait été déclaré né sous X, puis placé en famille d'accueil. Guillaume fit le lien. Un système avait peut-être existé dans cette institution, un système destiné à optimiser les adoptions discrètes, peut-être même rémunéré par des familles aisées ou influentes. C'était une hypothèse encore floue, mais suffisamment solide pour provoquer en lui un mélange de rage et de culpabilité. Car si ce que Claire soupçonnait depuis toutes ces années était vrai, alors il avait été l'ultime bénéficiaire d'un acte de spoliation. Il avait adopté une enfant qu'on avait arrachée à sa mère biologique, sans le savoir, croyant offrir une seconde chance à une orpheline. À son retour vers Paris, Guillaume n'était plus le même. La route lui sembla plus longue, plus lourde. Il ne savait pas encore comment affronter Claire avec ces informations. Il ne savait pas non plus comment Élodie réagirait. Il sentait que les jours suivants allaient être déterminants, car désormais, il ne s'agissait plus de soupçons ni de chiffres sur un test. Il détenait des preuves, et avec ces preuves venait une responsabilité qu'il ne pouvait plus ignorer. Guillaume Lemoine rentra à la demeure de Saint-Cloud en fin de journée, les mains encore tremblantes d'avoir feuilleté les archives d'un mensonge si soigneusement orchestré. Le ciel parisien était gris, presque métallique, et chaque pas dans le couloir principal lui rappelait que ce qu'il tenait entre les mains ne pouvait plus être tu. Il n'était plus question de conjectures ni d'émotions floues. Il avait des faits, des documents, des extraits officiels, des contradictions criantes, une chronologie qui ne mentait pas. Ce qu'il ignorait encore, c'était comment dire cela à Claire. Il n'était pas prêt pour cette conversation, mais il savait qu'il n'avait plus le choix. Claire, à cet instant, se trouvait dans la chambre d'Élodie. La petite s'était endormie dans ses bras après une journée de silence inhabituel. Depuis l'épisode du test d'ADN et les murmures dans les couloirs, la relation entre elles était devenue plus fusionnelle, mais également plus fragile. Claire ne savait plus si elle devait croire en ce qu'elle ressentait ou si elle était tombée dans un piège émotionnel. Le fait qu'Élodie l'appelle toujours « maman » l'ébranlait autant qu'il la faisait tenir debout. Et pourtant, elle n'avait jamais eu de certitude, juste cette sensation persistante, douloureuse, qu'elle connaissait ce regard, ces gestes, cette odeur. Quand Guillaume frappa à la porte, Claire se leva doucement, recouvrit Élodie d'une couverture et sortit de la chambre sans faire de bruit. Il l'attendait dans le couloir, une enveloppe dans la main. Son visage n'était ni fermé ni accusateur, mais chargé de gravité. « Venez avec moi », dit-il. Ils se dirigèrent ensemble vers le salon, cette même pièce où tout avait éclaté quelques jours plus tôt. Cette fois, il n'y avait pas d'auditoire, pas de Juliette, pas de personnel. Juste eux deux, et cette vérité suspendue entre leurs corps tendus. Guillaume s'installa, ouvrit lentement l'enveloppe, puis posa les papiers sur la table basse. Claire resta debout, les bras croisés, le regard fixe. « Je suis allé à Lyon », dit-il simplement.
Elle ne répondit pas, mais son visage pâlit. Il continua. « À l'hôpital Saint-Antoine, j'ai retrouvé votre dossier. Il est complet, précis. Il atteste que vous avez bien accouché là-bas, il y a 6 ans, le même jour où Élodie est née. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi découvert une fiche de transfert d'un nourrisson, indiquant un changement d'identité immédiat, un enregistrement sous X. Ce bébé, votre bébé, a été déclaré sans mère et ensuite mis à disposition pour adoption. » Claire recula d'un pas, comme si les mots la heurtaient physiquement. Elle porta une main à sa bouche, luttant contre les larmes. Ils m'ont dit qu'elle était morte. Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais tenue. Guillaume se leva, la voix plus posée. Je pense qu'ils vous ont menti, délibérément. Et je pense que cette adoption, celle d'Élodie, en est la conséquence directe. Vous saviez ? Demanda-t-elle, le souffle court. Non, je vous le jure. Je ne savais rien. Juliette a tout géré. Moi, j'étais anéanti. Ma femme venait de mourir. J'ai simplement fait confiance. Claire s'effondra sur le canapé, incapable de se tenir droite. Elle n'avait jamais voulu y croire totalement, jamais voulu nourrir l'espoir que cet enfant puisse être la sienne. Mais entendre cela de la bouche de Guillaume, avec des preuves en main, rendait la douleur plus réelle, plus cruelle. J'ai passé 6 ans à croire que j'étais folle, 6 ans à me demander si ce vide en moi finirait par me tuer. Et tout ce temps, elle était là, sous mes yeux, et je n'avais pas le droit de le savoir. Guillaume s'agenouilla devant elle, posa une main sur le dossier. Je ne peux pas réparer ce qui a été fait, mais je peux vous dire que je vais tout faire pour que la vérité soit reconnue. Élodie a le droit de savoir. Vous avez le droit de savoir. Et Juliette devra répondre de ce qu'elle a caché. Claire releva lentement la tête. Ses yeux étaient rougis mais déterminés. Vous pensez que je vais vous remercier? Que je vais oublier tout ça? J'ai été traité comme une moins que rien dans cette maison. J'ai été humilié, renvoyé devant tout le monde, séparé de ma propre fille sans le savoir. Je sais, et je le regrette, amèrement. Mais je vous jure que si j'avais su, jamais je ne vous aurais fait ça. Ce n'est pas à vous de décider qui je suis, ni ce que je ressens. Vous avez peut-être cru que vous faisiez le bon choix, mais c'était une vie qu'on m'avait volée, une vie entière. Le silence s'abattit sur la pièce. Guillaume ne répondit pas. Il n'avait pas de mots pour apaiser cette colère. Il savait qu'elle était juste. Il savait aussi que rien ne serait simple à partir de maintenant, mais il devait aller au bout. Il se redressa lentement, puis déclara « Demain, je confronterai Juliette. Vous pouvez être présente si vous le souhaitez. Je veux que tout soit dit, sans détour, sans filtre. » Claire acquiesça lentement. Elle savait que cette confrontation ne réparerait rien, mais elle avait besoin de comprendre. De regarder dans les yeux celle qui avait peut-être sciemment détruit sa vie. « Je serai là. » Guillaume la regarda encore un moment. Il lut dans ses traits la douleur, la dignité et une forme de renaissance. Elle n'était plus la femme de ménage silencieuse. Elle était la mère d'Élodie, et cela changeait tout. Le lendemain matin, la lumière pénétrait à peine les salons de la demeure Lemoine lorsque Juliette Martin franchit la grande porte d'entrée. Comme à son habitude, elle était impeccable. Tailleur cintré, cheveux strictement tirés en chignon, une liasse de documents sous le bras. Son pas résonnait dans le marbre avec cette assurance froide qui la caractérisait. Mais ce matin-là, quelque chose dans l'air lui sembla différent. Trop de regards, trop de silence. Elle sentit immédiatement que l'équilibre soigneusement entretenu dans la maison s'était fissuré. Guillaume l'attendait dans le petit salon de lecture, une pièce rarement utilisée, loin des oreilles indiscrètes du personnel. Claire se tenait déjà là, debout près de la cheminée, les bras croisés, les yeux fixés sur le vide. Lorsqu'elle aperçut Juliette entrer, elle ne bougea pas. Elle ne dit rien. Guillaume, en revanche, se leva. « Asseyez-vous, Juliette, » dit-il sans détour. Juliette hésita une fraction de seconde, puis s'exécuta. Elle posa ses documents sur la table basse, les mains croisées sur ses genoux. Elle savait reconnaître un interrogatoire lorsqu'elle en voyait un. Guillaume n'attendit pas. « Je reviens de Lyon. J'ai parlé avec l'hôpital Saint-Antoine. J'ai lu les rapports, vu les dates. Vous voyez de quoi je parle ?» Juliette ne répondit pas tout de suite. Son visage resta neutre. Elle croisa doucement les jambes, comme si elle se préparait à une négociation. « Je vois que vous avez été occupée, » répondit-elle enfin, « mais je ne suis pas certaine de comprendre ce que vous attendez de moi. » Claire s'avança d'un pas, incapable de contenir sa colère. « Vous avez été celle qui a géré mon embauche ici, celle qui m'a trouvé, celle qui savait qui j'étais.
Et vous avez laissé tout cela se produire. Pourquoi? Juliette tourna lentement la tête vers Claire. Son regard n'était pas hostile, mais il n'avait rien de chaleureux. Elle semblait analyser. Parce que je pensais que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Guillaume, irrité par cette réponse évasive, se pencha en avant. Je veux une réponse claire. Avez-vous, oui ou non, organisé l'adoption d'Élodie alors que vous saviez qu'elle avait été enlevée à Claire? Juliette inspira longuement puis répondit, cette fois sans détour, « J'ai été informé, à l'époque, qu'un enfant était disponible à l'adoption. Les procédures étaient rapides, la situation particulière. Vous étiez dans un état désastreux, Guillaume. Votre femme venait de mourir. Vous étiez incapable de gérer une maison, encore moins d'élever seul un nouveau-né. Alors j'ai fait ce que je pensais juste. Je vous ai offert une solution. » « Une solution? Vous avez arraché une enfant à sa mère, lança Claire, la voix tremblante. « Non, rétorqua Juliette. Calme. Je vous ai offert une place ici, quand j'ai compris qui vous étiez. Quand j'ai vu votre dossier dans la base des employés candidats, votre nom m'a frappé. J'ai fouillé. J'ai trouvé la concordance. Mais c'était trop tard. L'enfant avait déjà été enregistré, adopté, et je ne pouvais pas faire machine arrière sans déclencher un scandale. » Guillaume serra les dents. « Alors vous avez préféré le silence, et vous avez intégré Claire dans cette maison, pourquoi? Vous pensiez que ça suffirait? Qu'elle ne découvrirait jamais? Je pensais que ce serait mieux pour tout le monde, » insista Juliette. « Je ne suis pas une criminelle. Je n'ai pas volé un enfant. J'ai empêché une tempête. J'ai maintenu votre nom à l'abri, Guillaume. Vous ne savez pas à quel point cette affaire aurait pu détruire votre réputation. Les investisseurs, la presse, la fondation familiale. » Claire la regardait avec stupéfaction. Il ne s'agissait donc pas d'un malentendu, ni d'une erreur de système. C'était un choix, un calcul froid. Elle sentit une rage sourde monter en elle. « Vous avez menti à un père, à une mère. Vous avez joué avec une vie, juste pour éviter un scandale. » Juliette haussa les épaules. « J'ai préservé un équilibre. Et aujourd'hui encore, je peux préserver ce qui reste. » Guillaume la fixa, comprenant enfin l'étendue du contrôle qu'elle avait exercé sur sa vie pendant des années. Il n'y avait jamais eu de véritable loyauté, juste une logique de pouvoir, d'influence. « Vous menacez ?» demanda-t-il froidement. Juliette soutint son regard. « J'explique. Si vous choisissez de rendre cette affaire publique, vous perdez tout. Votre image, vos soutiens, même votre entreprise. Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en votre nom, officiellement. » Un silence glacé s'installa. Guillaume se redressa lentement, puis déclara « Alors vous avouez. »« J'assume. »« Oui. » Claire se leva, hors d'elle. « Vous ne pouvez pas juste vous asseoir là et tout justifier avec des mots froids. J'ai cru que mon bébé était mort. J'ai pleuré pendant des années. Et vous? Vous l'avez livré à un homme qui n'en savait rien. Vous avez tout contrôlé. » Juliette la regarda, pour la première fois avec une lueur de regret. « Je ne peux pas réparer ça. Mais je peux encore empêcher que ça détruise la vie d'Élodie. » Guillaume se tourna vers Claire. « Ce n'est plus à elle de décider, c'est à nous, et je vous promets qu'elle ne vous fera plus jamais de mal. » Juliette comprit alors. Son règne était terminé. Elle n'avait plus le pouvoir. Sa stratégie avait tenu 6 ans, mais la vérité silencieuse et persistante avait fini par éclater. Guillaume fit un geste vers la porte. « Vous êtes relevé de vos fonctions. Effectif immédiatement. » Juliette ne répondit pas. Elle se leva, rassembla ses documents, puis quitta la pièce sans un mot de plus. Son pas, autrefois si assuré, semblait plus lent, plus lourd. Claire resta là, debout, tremblante. Guillaume s'approcha doucement d'elle. « C'est fini, murmura-t-il. Elle ne contrôlera plus rien. » Mais Claire savait que ce n'était pas fini. Le mal était fait, et maintenant, il restait à reconstruire. Pour Élodie, pour elle, pour cette vérité qui, enfin dévoilée, avait tout changé. Le lendemain matin, le silence régnait dans la maison comme une conséquence directe de la veille. L'éviction de Juliette, bras droit de Guillaume depuis plus d'une décennie, n'était pas passée inaperçue. Les employés chuchotaient dans les couloirs, le personnel de cuisine jetait des regards interrogateurs, et même les jardiniers ralentissaient leur travail comme si l'air lui-même pesait. Pour la première fois depuis longtemps, l'autorité de Guillaume semblait fragile. Pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il avait pris une décision que personne n'aurait imaginée, défier les règles non écrites de son propre cercle. Dans le bureau principal, Guillaume avait convoqué tous les membres du personnel,
chacun prenant place dans un silence pesant. Claire était là aussi, debout près de la porte, les bras croisés, les traits fermés. Elle ne savait pas encore pourquoi il avait réuni tout le monde. Elle ne lui avait pas parlé depuis l'expulsion de Juliette. Elle avait dormi dans sa chambre, seule, sans même entendre un mot d'Élodie qui, d'après la nounou, avait pleuré toute la nuit. Ce matin, rien n'était clair. Ni l'avenir, ni les intentions de Guillaume. Lorsqu'il entra, vêtu d'un costume sobre mais sans cravate, le silence se fit total. Il s'arrêta devant le bureau, balaya l'assemblée du regard, puis parla, sans lire de notes, sans chercher à adoucir ses mots. « Vous êtes tous ici depuis assez longtemps pour savoir que je ne prends pas de décision à la légère. Hier, j'ai mis fin aux fonctions de Juliette Martin. Pas pour des raisons économiques, ni pour une réorganisation, mais parce qu'elle a trahi ma confiance. Elle a manipulé un processus d'adoption. Elle a fait croire à une mère que son enfant était mort, alors qu'elle a permis que cet enfant me soit confié sans que je sache la vérité. » Un murmure parcourut la pièce. Certains visages se crispèrent, d'autres se tournèrent vers Claire, stupéfaits. Mais Guillaume ne s'interrompit pas. L'enfant en question, c'est Élodie, ma fille. Et la femme qui se tient là, c'est Claire Dubois, la mère biologique de cet enfant. Ce n'est plus une supposition, c'est un fait, confirmé, documenté, incontestable. Claire ferma brièvement les yeux. Entendre ces mots prononcés devant tous aussi violemment était à la fois une déchirure et une délivrance. Guillaume la regarda. « Je tiens à dire publiquement que je vous présente mes excuses pour tout ce que vous avez subi ici, pour la manière dont vous avez été traité, et pour avoir cru ce qu'on m'avait présenté comme une évidence. J'ai été aveugle. Aujourd'hui, je veux réparer. » Il se tourna vers le personnel. À partir de ce jour, Claire ne sera plus considérée comme une employée. Elle ne reprendra pas son poste de femme de ménage. Elle assumera désormais un nouveau rôle dans cette maison, celui de tutrice officielle d'Élodie. Le choc fut immédiat. Aucun des employés ne s'attendait à une telle déclaration. Les visages trahissaient l'incompréhension, l'incrédulité. Certains murmuraient déjà, d'autres fixaient Claire avec une nouvelle forme de regard, ni méprisante ni compatissante, mais teintée de cette curiosité sociale qu'on réserve aux virages improbables. Claire, elle, était figée. Guillaume ne l'avait pas prévenue, il ne l'avait pas consultée, et maintenant, devant tous, il l'imposait dans un rôle qu'elle n'était pas certaine d'avoir la force d'assumer. « Je comprends que cela puisse surprendre, » ajouta Guillaume, « mais il est temps de faire les choses autrement. Cette maison ne doit pas être un lieu de secret, ni d'injustice. Claire a un lien avec Élodie qu'aucune gouvernante, aussi qualifiée soit-elle, ne pourra égaler. Ce lien doit être protégé, reconnu. Il est temps d'arrêter de vivre dans le mensonge. » Claire leva enfin les yeux. Elle le regarda, longuement. Dans ce regard, il n'y avait ni gratitude ni rejet, juste une lutte intérieure. Elle savait qu'accepter ce rôle changerait tout. Elle ne serait plus une simple observatrice dans la vie de sa fille, mais en serait-elle capable, après tout ce qu'elle avait traversé, après avoir été piétinée, humiliée, dépossédée? Elle sentit le regard d'Élodie dans son esprit, les bras autour de son cou, le mot « maman » murmuré dans l'oreille. Elle sentit aussi le poids des doutes, des années perdues, de la maternité volée. Après la réunion, la maison se vida peu à peu. Les employés regagnèrent leur poste, certains visiblement troublés, d'autres silencieux. Claire resta seule dans le bureau, face à Guillaume. « Vous auriez pu m'en parler avant », dit-elle d'une voix calme, sans reproche apparent. « Je sais, mais je voulais que ce soit clair pour tout le monde. Je voulais que ce ne soit pas négociable. Et si je refusais ?» Guillaume l'observa. « Vous ne le ferez pas, parce que vous savez qu'Élodie a besoin de vous. Et parce que, malgré tout ce que vous avez vécu ici, vous avez toujours été là pour elle. » Claire ne répondit pas. Elle sentait que quelque chose en elle résistait encore, mais une autre partie voulait croire qu'un autre chemin était possible. Pas une réparation, mais peut-être un début. « Je ne veux pas être vue comme une victime récompensée par pitié, » dit-elle. « Ce n'est pas de la pitié, c'est la reconnaissance d'une vérité et d'une injustice. Et c'est une décision que j'assumerai, quelles qu'en soient les conséquences. Et Juliette, elle est partie, définitivement. Et si elle tente de revenir ou de nuire, je serai prêt. » Claire acquiesça lentement. Elle avait encore 1000 questions, 1000 peurs, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus dans l'ombre. Elle n'était plus réduite à une fonction. Elle était reconnue, vue, écoutée.
Dans les jours qui suivirent, la maison reprit peu à peu son rythme. Élodie, apprenant que Claire resterait avec elle, changea d'attitude. Elle recommença à sourire, à parler, à dessiner. Elle tenait toujours Claire par la main dès qu'elle le pouvait. Et lorsqu'elle l'appelait « maman », plus personne ne réagissait. C'était devenu normal. Mais Claire, malgré les gestes tendres et les mots doux, restait en retrait dans son cœur. Elle avait accepté la fonction, pas encore le rôle. Elle devait d'abord guérir. Elle savait que ce ne serait pas simple, ni immédiat. Mais au moins, elle avait une chance. Les jours qui suivirent l'annonce publique de Guillaume bouleversèrent l'atmosphère de la demeure Lemoine. Les silences, auparavant empreints de tension, étaient devenus prudents, mais empreints d'une forme de respect nouveau. Le personnel, encore sous le choc des révélations, observait Claire avec une distance modifiée. Elle n'était plus la femme de ménage, ni une simple employée à la discrétion exemplaire. Elle était désormais la mère d'Élodie, officiellement. Même si certains avaient du mal à l'accepter, aucun ne pouvait ignorer ce qu'elle représentait à présent. Guillaume, de son côté, s'efforçait de maintenir une certaine stabilité. Il organisait les journées avec une précision accrue, comme pour éviter les débordements émotionnels. Il passait plus de temps à la maison, s'occupant personnellement des rendez-vous médicaux d'Élodie, de ses cours, de ses activités. Mais malgré sa présence physique, quelque chose s'était brisé en lui. La figure paternelle qu'il s'était construite durant 6 ans avait été ébranlée. Il n'était pas moins père, mais il ne pouvait plus prétendre être le seul pilier. Claire, avec tout ce qu'elle représentait désormais, occupait une place qu'il ne pouvait ni contester ni redéfinir. Claire, quant à elle, avait accepté son nouveau rôle avec une retenue douloureuse. Elle passait ses journées aux côtés d'Élodie, la guidant, l'accompagnant, la consolant dans ses doutes, l'écoutant dans ses silences. Elle l'habillait le matin, l'aidait à faire ses devoirs, la couchait le soir. Les gestes revenaient naturellement, comme s'ils avaient toujours été là, quelque part, suspendus dans une mémoire du corps que même le temps n'avait pas effacée. Et pourtant, malgré cette intimité nouvelle, Claire ne s'appropriait pas ce lien. Elle ne disait pas à Élodie « Je suis ta mère ». Elle se contentait d'être là, sans poser de mots sur ce qui se tissait entre elles. Un soir, alors que Claire lisait une histoire à Élodie dans sa chambre, l'enfant l'interrompit doucement, la voix un peu tremblante. « Tu vas encore partir un jour ?» Claire referma le livre, posa sa main sur la joue de la fillette et répondit sans hésiter « Non, plus jamais ». Élodie hocha la tête. Elle ne demanda rien d'autre. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Malgré la douceur apparente de cette relation retrouvée, Claire vivait un tumulte intérieur. Elle avait accepté le rôle de tutrice officielle, mais cela ne suffisait pas à apaiser la blessure. Elle voulait plus que des gestes. Elle voulait une reconnaissance légale. Elle voulait que l'administration française confirme ce que son instinct maternel savait depuis toujours. Mais engager une procédure de rétablissement de filiation, c'était ouvrir un autre front, long, douloureux, incertain. Et Claire n'était pas certaine d'avoir la force de revivre l'humiliation institutionnelle d'un système qui autrefois l'avait abandonnée. Dans la maison, certains employés se posèrent des questions. Un cuisinier, un matin, glissa à une collègue. Elle a peut-être retrouvé sa fille, mais elle ne peut pas s'imaginer qu'on va faire comme si rien ne s'était passé. Elle était l'une des nôtres. Maintenant, elle est intouchable ? La remarque se répandit rapidement. Certains regrettaient l'ancien ordre, où chacun avait sa place bien délimitée. D'autres, plus discrets, éprouvaient une forme d'admiration pour Claire, pour son calme, sa dignité. Mais tous savaient qu'un nouvel équilibre était en train de naître. Guillaume observait tout cela. Il voyait les regards, il sentait les tensions. Il savait que la transformation de Claire, aussi juste fût-elle, bouleversait les fondements invisibles de sa maison. Il avait passé sa vie à contrôler les apparences, à orchestrer les discours, à construire une image inattaquable. Et maintenant, il devait composer avec une vérité humaine, brute, indomptable. Un soir, il invita Claire à le rejoindre dans le bureau, pour une conversation qu'il avait retardée depuis trop longtemps. « Je voulais vous remercier », commença-t-il, « pas seulement pour ce que vous faites pour Élodie, mais pour votre calme, votre force. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit en face de lui, les mains jointes. « Je ne cherche pas de reconnaissance, je veux juste qu'elle aille bien. Elle va mieux, grâce à vous. Elle mérite qu'on lui dise toute la vérité, pas seulement à demi-mot, pas dans les gestes, dans les mots. »
Dans les actes officiels, Guillaume hocha la tête. Il s'attendait à cela. Vous voulez entamer une procédure? Je veux qu'on rétablisse son identité. La mienne. Je ne veux plus que son acte de naissance soit un mensonge. Ce sera long. Vous serez exposé. Et moi aussi. Claire le fixa sans ciller. Je n'ai plus peur de ça. Je l'ai déjà perdu une fois. Je ne laisserai plus personne m'empêcher d'être sa mère. Officiellement. Guillaume prit une longue inspiration. Il comprenait. Il savait qu'il ne pouvait s'y opposer. Il savait aussi qu'en l'aidant, il s'exposait à des attaques juridiques, à des enquêtes sur l'adoption, sur les méthodes utilisées. Mais il n'avait plus le droit de fuir. « Je vous soutiendrai, dit-il, quoi qu'il arrive. » Le lendemain, Claire se rendit avec Guillaume au tribunal de grande instance. Elle déposa une requête pour reconnaissance de maternité. Guillaume, de son côté, rédigea une déclaration attestant avoir reçu l'enfant par adoption sans être informé des irrégularités. Il savait que le processus serait long, que l'État n'efface pas 6 ans de silence en quelques signatures, mais ils avaient fait le premier pas. De retour à la maison, Élodie courut vers Claire en criant son prénom, un dessin à la main. Elle lui montra fièrement 3 personnages, elle-même au centre, Guillaume à gauche, Claire à droite. Au-dessus, elle avait écrit en lettres maladroites « Notre vraie famille ». Claire serra la feuille contre elle, les larmes aux yeux. Elle savait que ce dessin, simple et enfantin, valait plus que tous les documents administratifs. Il était la preuve d'un lien que personne ne pourrait plus lui enlever. Malgré la démarche judiciaire en cours, les jours suivants furent pour Claire un tourbillon d'émotions qu'aucune victoire officielle ne pouvait encore stabiliser. La vie dans la maison Lemoine suivait son cours, mais désormais marquée par une prudence nouvelle dans les interactions. Si le personnel avait fini par accepter son nouveau statut, personne n'osait encore s'approcher d'elle avec la familiarité d'autrefois. Les anciens collègues évitaient les conversations prolongées. Même les plus sympathiques agissaient avec une distance respectueuse, mais palpable. Claire n'en faisait pas un drame. Elle comprenait. L'équilibre avait été rompu, et chacun devait trouver sa place dans ce nouvel ordre. Guillaume, quant à lui, était devenu un homme plus silencieux, moins directif. On le voyait souvent marcher seul dans les jardins, parfois tard dans la nuit. Il assumait ses responsabilités, mais la transformation soudaine de sa vie privée lui laissait peu de répit. Il vivait dans une maison qu'il pensait contrôler, avec une fille qu'il croyait avoir sauvée, aux côtés d'une femme à qui il avait, sans le savoir, pris tout ce qui comptait. Il portait cette vérité comme un poids, un fardeau qu'aucun geste de bonne volonté ne suffisait à alléger. Il savait qu'il n'était ni coupable ni innocent, et cette position intermédiaire était celle qu'il supportait le moins. Le matin, Claire accompagnait Élodie jusqu'à l'école, la main dans la sienne, traversant l'allée centrale avec une régularité nouvelle. Chaque geste du quotidien devenait une preuve de présence, de constance, de réhabilitation silencieuse. L'enfant semblait s'épanouir sous ce nouvel équilibre. Elle posait moins de questions, comme si elle sentait que la vérité était déjà en route, qu'elle n'avait pas besoin de l'entendre répéter pour en comprendre la portée. Le soir, elle dessinait, beaucoup, des maisons, des familles, des scènes de repas. Et toujours à 3. Claire, Élodie et Guillaume. Dans tous les dessins, ils étaient côte à côte. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la chambre d'Élodie, Claire trouva une boîte remplie de petits objets, des barrettes, des photos, un bracelet cassé et au fond, une lettre. L'écriture maladroite indiquait « pour plus tard ». Elle hésita à l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur, Élodie avait écrit « Si je me perds un jour, je veux qu'on sache que Claire est ma vraie maman. Pas parce qu'elle me dit, mais parce que je le sens. » Claire referma la lettre, les mains tremblantes. Elle ne dit rien à Guillaume. C'était leur secret à elle et à sa fille. Mais derrière cette intimité retrouvée, Claire restait en alerte. Le moindre courrier, le moindre appel du tribunal ravivait son angoisse. Elle savait que la procédure pour rétablir une filiation biologique était complexe. Elle savait que la loi exigeait des preuves, des témoignages, parfois des audiences humiliantes. Elle avait lu des histoires de mères biologiques déboutées malgré les évidences. Et même avec le soutien de Guillaume, rien n'était garanti. Chaque fois qu'elle pensait à l'idée d'un juge qui pourrait dire non, elle sentait sa gorge se serrer. Guillaume, voyant cette inquiétude croître en elle, tenta de la rassurer. Un soir, alors qu'il se retrouvait dans le jardin, à l'écart de la maison, il lui proposa une idée inattendue. « Et si nous envisagions une adoption conjointe ?»
demanda-t-il, le regard droit. Claire, d'abord surprise, ne répondit pas. Il continua. Pas pour effacer le passé, ni pour balayer la vérité, mais pour l'officialiser, pour qu'Élodie soit protégée par nous deux, peu importe ce que le tribunal décidera. Vous parlez d'une adoption à l'envers ? Rétorqua-t-elle presque ironique. Non, je parle de reconnaître ce que nous sommes devenus. Vous êtes sa mère, je reste son père adoptif, mais le cadre juridique pourrait refléter ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Claire réfléchit longuement. L'idée lui semblait contre-intuitive. Après tout ce qu'elle avait traversé pour récupérer sa maternité, accepter un acte d'adoption, même dans ce sens, avait une charge symbolique forte. Mais elle comprenait l'intention. Guillaume ne voulait pas s'effacer. Il voulait assumer sa part dans l'histoire. Et surtout, protéger Élodie d'un nouveau choc juridique si la filiation biologique devait être contestée. « Je ne dis pas non, dit-elle finalement. Mais je veux d'abord aller jusqu'au bout de ma démarche. Je veux que mon nom soit sur son acte de naissance. Pas à côté, en haut, à la place de ce vide. Je comprends, répondit Guillaume, et je vous soutiendrai jusqu'au bout. Peu après, le premier courrier du tribunal arriva. Il indiquait que la demande de Claire était recevable et qu'une première audience aurait lieu dans 2 semaines. Ce délai court surprit Claire, mais elle y vit un signe favorable. Guillaume prit les devants. Il engagea un avocat spécialisé dans les affaires de filiation, fit venir les documents de l'hôpital de Lyon, les résultats du test ADN, les copies des courriers de Juliette. Il constitua un dossier solide, limpide, sans omettre aucun détail, même ceux qui pouvaient ternir son image. Il voulait que la vérité soit entière, sans zone grise. Dans l'attente de l'audience, Claire et Élodie passaient plus de temps ensemble. Les routines se renforçaient. Elle cuisinait, elle rangeait, elle se racontait des souvenirs. Un jour, Élodie demanda « Tu crois qu'avant je te reconnaissais quand même ?» Claire sourit, émue. « Je crois que nos cœurs se sont reconnus avant nos têtes. » Élodie sembla satisfaite de cette réponse. Elle ne posa pas d'autres questions. Quelques jours avant l'audience, une dernière lettre de Juliette arriva. Elle avait été rédigée à la main, sans en-tête officielle. Elle y disait qu'elle regrettait certaines décisions, qu'elle reconnaissait avoir franchi des limites, mais qu'elle avait toujours cru servir l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle affirmait qu'elle ne contesterait aucune démarche, qu'elle ne se présenterait pas au tribunal et qu'elle ne chercherait pas à nuire davantage. Claire lut la lettre sans émotion. Elle la plia, la rangea dans un tiroir et tourna la clé. Il n'y avait plus de place pour les regrets dans ce qui se construisait désormais. Le matin de l'audience, la ville semblait engourdie par une brume épaisse, comme si le ciel lui-même hésitait à se lever. Claire s'était réveillée tôt, bien avant le réveil d'Élodie, incapable de trouver le sommeil. Elle s'était préparée en silence, choisissant des vêtements sobres, attachant ses cheveux avec soin. Ce jour n'était pas une formalité. Il représentait l'aboutissement d'une quête longue, douloureuse, et la promesse, enfin, d'un avenir légitime. Dans la pièce voisine, Guillaume se tenait prêt lui aussi, vêtu d'un costume sombre, les traits plus fermés que d'habitude. L'enjeu de cette journée le dépassait sur le plan personnel. Il s'agissait de vérité, d'identité et de réparation. Ils arrivèrent ensemble au tribunal, accompagnés de l'avocat de Guillaume, discret mais efficace. Claire tenait son dossier contre sa poitrine comme un talisman. Elle avait tout relu, tout revérifié. Les documents hospitaliers de Lyon, les rapports ADN, les lettres, même celles de Juliette. Mais ce n'étaient pas les papiers qui lui donnaient de la force. C'était le souvenir d'Élodie endormie, son visage apaisé, les bras entourés d'un dessin colorié la veille. Un dessin où elle avait écrit « Je t'aime, maman », avec une maladresse qui valait 1000 signatures. L'audience fut plus brève que prévu. Le juge, un homme d'âge mûr, sérieux mais attentif, avait déjà étudié le dossier. Les pièces fournies étaient de Claire. Il interrogea Claire sur son accouchement, sur ce qu'on lui avait dit à l'hôpital, sur sa vie depuis ce jour. Il questionna Guillaume sur les circonstances de l'adoption, sur sa connaissance des faits, sur la place de Claire aujourd'hui dans la vie d'Élodie. Puis, après un silence pesant, il déclara que la filiation biologique semblait suffisamment établie pour qu'il recommande l'inscription du nom de Claire Dubois comme mère légale de l'enfant, sous réserve des formalités administratives. Il rappela que l'acte de naissance serait modifié, que l'histoire ne pouvait être effacée, mais que le droit avait désormais tranché. Claire ne sourit pas tout de suite.
Elle attendit de sortir du tribunal, d'avoir mis quelques mètres entre elle et la salle d'audience pour sentir ses jambes fléchir. Guillaume la soutint sans dire un mot. Elle inspira profondément, puis, les yeux embués, murmura « Elle est à moi, officiellement. » « Elle l'a toujours été, répondit-il. Le retour à la maison fut silencieux. Élodie les attendait sur le pas de la porte, les bras tendus. Claire la serra contre elle avec une force douce, comme si elle pouvait la protéger désormais de tout. Elle ne dit rien à sa fille tout de suite. Elle attendit le soir, dans la chambre. Le calme revenu. Elles étaient assises sur le lit, la lumière tamisée. Claire prit les mains d'Élodie dans les siennes. « Je suis ta maman, pas seulement dans ton cœur, mais aussi pour tout le monde, même sur le papier. » Élodie hocha la tête, sans surprise. Je le savais déjà. Les semaines qui suivirent furent à la fois étranges et rassurantes. Tout semblait identique, et pourtant tout avait changé. Claire continuait de gérer la vie quotidienne d'Élodie, mais elle le faisait avec un droit reconnu. Elle n'était plus une intruse tolérée, mais une mère présente. Elle participait aux réunions scolaires, signait les carnets, parlait aux enseignants. Son nom était sur les papiers, sur les convocations, dans les dossiers. Elle existait enfin dans l'univers administratif de sa propre fille. Guillaume, lui, trouva sa place avec prudence. Il ne se retira pas, mais il laissa Claire prendre la tête de l'organisation familiale. Il restait le père qu'il avait été, mais sans imposer sa vision. Il écoutait plus, il proposait au lieu de décider. Il comprit que ce nouveau cadre n'était pas une perte d'autorité, mais une chance de reconstruire autrement. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois dans la véranda, Claire proposa à Guillaume de partager un projet. Elle voulait écrire ce qu'elle avait vécu, non pas pour publier, mais pour garder une trace. Pour Élodie, plus tard. Guillaume approuva sans hésiter. Il proposa même de l'aider à structurer le récit, à réunir les documents, à retrouver les étapes juridiques. « Il faut que tu racontes tout, » dit-il. « Même les moments où j'ai été lâche. Je raconterai tout, mais sans haine. Ce n'est pas une revanche. » « Non, répondit-il. C'est une mémoire. » Élodie, en les écoutant, intervint. « Et moi, je peux dessiner la couverture ?» Ils rirent tous les deux. Ce fut un rire simple, sincère, un moment de légèreté rare depuis longtemps. Quelques mois plus tard, le jardin fleurissait. Claire avait repris l'habitude de jardiner, une activité qu'elle avait toujours aimée mais qu'elle n'avait jamais osé faire ici. Maintenant, c'était chez elle aussi. Elle ne vivait plus dans un coin du sous-sol, mais dans une chambre avec fenêtre, lumière et silence. Elle avait placé des photos sur les murs, rangé ses livres sur une étagère, retrouvé une normalité qu'elle pensait perdue à jamais. Guillaume, dans le même temps, avait annoncé une pause professionnelle. Il délégua la direction de ses affaires pour se concentrer sur ce qu'il appelait « la vie qui a été longtemps mise en attente ». Il commença à cuisiner, à peindre, à prendre du recul. Il n'était plus seulement l'homme de pouvoir qu'on saluait dans les couloirs d'un siège social. Il devenait un père attentif, un homme qui apprenait à vivre autrement. Et Élodie, au centre de tout cela, grandissait. Elle n'avait plus de crise d'angoisse, plus de cauchemars. Elle dormait mieux. Elle riait davantage. Elle parlait de l'avenir, de ce qu'elle voulait faire plus tard, des endroits qu'elle voulait visiter. Elle dessinait encore, toujours à trois. Mais ses dessins devenaient plus précis, plus joyeux, plus colorés. Un jour, elle accrocha au mur du salon un grand dessin qu'elle avait préparé en secret. On y voyait 3 silhouettes, main dans la main, sous un ciel bleu. Au-dessus, elle avait écrit « Ma vraie famille, celle qu'on ne m'a pas donnée, mais que j'ai retrouvée ». Claire le regarda longtemps. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Tout était là, sur ce papier d'enfant, dans ce trait maladroit, dans cette phrase. C'était un nouveau commencement. Pas un conte de fées, pas une revanche, juste une vérité retrouvée, et 3 cœurs qui enfin battaient ensemble sous un même toit.